Bonjour, ceci est la sixième leçon du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans la leçon précédente qu'entre le XVe et le XVIIe siècle, les rois en Europe occidentale réduisent beaucoup les pouvoirs des seigneurs féodaux afin d'établir le monopole de leur autorité, appuyée par des armées permanentes sur les territoires de leur royaume, qui deviennent ainsi des États souverains. Cette évolution, elle s'amorce en Angleterre à la même époque et elle va évoluer de façon complètement différente des pays du continent, et notamment de la France ou de l'Espagne, qui sont les principales puissances en Europe occidentale, mis à part l'Angleterre. Alors, nous avons vu que en Angleterre, comme dans d'autres pays européens pendant le Moyen Âge, il y a l'existence d'un parlement féodal qui apparaît au XIIIe siècle, qui comporte une chambre des lords où siègent les seigneurs les plus importants du royaume et une chambre des communes où siègent des élus, des députés ou des délégués des petits seigneurs et aussi des personnes les plus riches, des contribuables les plus importants. Ce Parlement en Angleterre se réunit de façon un peu plus fréquente que les États généraux en France, mais il est lui aussi épisodique. Le roi le convoque quand il en a besoin, ce n'est pas une assemblée permanente. La situation politique de l'Angleterre change, elle commence à changer au XVIe siècle lorsque la situation religieuse de l'Angleterre change et nous le verrons, ça aura des conséquences politiques très importantes pour la suite de l'histoire. En 1534, le roi Henri VIII fait voter par le Parlement une loi déclarant que l'Église d'Angleterre est indépendante de l'autorité du pape et que le roi est le chef de l'Église d'Angleterre. C'est une histoire qui est à la fois bien connue et curieuse. Henri VIII était marié avec une princesse espagnole qui n'était pas capable de lui donner un fils, ou c'est lui qui n'était pas capable de le lui faire faire, et il voulait la répudier pour épouser une autre femme, beaucoup plus jeune, dont il espérait qu'elle serait capable de lui donner un fils. Pour cela, il fallait que le pape à Rome accepte d'annuler le mariage. Les papes avaient accepté au cours de l'histoire assez souvent ce genre de choses quand on ne peut pas divorcer, mais on peut annuler un mariage en trouvant un prétexte pour prétendre que le mariage n'était pas valide dès le départ. Et lorsque quelqu'un de puissant demandait ça poliment au pape et que le pape considérait que c'était dans son intérêt de l'accorder, il le lui accordait. La demande de Henri VIII, donc, qui est faite avant 1534, en 1534, qui décide de rompre avec Rome pour régler son problème matrimonial, ça a lieu alors que la réforme protestante, dont je vous ai parlé dans la leçon précédente, était commencée en Allemagne, puisque Luther commence à manifester son opposition au pape à partir de 1517. Et au début des années 1530, on est déjà en guerre religieuse dans certains États allemands. Ce qui explique peut-être le refus du pape d'être conciliant avec le roi d'Angleterre, parce que cette femme qu'il veut répudier est la tante ou la cousine du roi d'Espagne de l'époque, qui est le prince catholique le plus puissant en Europe. Et le pape
hésite à risquer de se brouiller avec la monarchie espagnole. Donc, ça, c'est le premier facteur qui fait que le protestantisme soit en train de commencer, exerce une influence sur la transformation religieuse de l'Angleterre. Le deuxième facteur, c'est probablement que cette décision de Henri VIII de déclarer l'indépendance de l'Église d'Angleterre par rapport à l'autorité du pape, que ça apparaît un peu moins extraordinaire, alors qu'il y a déjà une révolte contre le pape qui est commencée en Allemagne. D'une certaine façon, c'est une deuxième révolte contre le pape, au départ, pour des raisons qui, à la différence de ce que fait Luther en Allemagne, ne sont pas du tout doctrinales. L'Église d'Angleterre, au début, reste presque entièrement une Église catholique indépendante. Le credo, les déclarations des principes de la foi restent exactement les mêmes. Il continue à y avoir des évêques en Angleterre. La liturgie des cérémonies religieuses n'est pas transformée du tout. Continue à dire la messe exactement de la même façon en Angleterre que dans le reste de l'Église. Dans le reste de l'Église catholique, alors que les protestants, les vrais protestants en Allemagne, ceux qui ne sont pas épiscopaliens, remettent en cause, au contraire, un certain nombre d'articles de foi de l'Église catholique, n'ont pas d'évêque et ont des cérémonies religieuses très très simplifiées, très différentes du faste traditionnel des cérémonies religieuses catholiques. Alors, c'est un événement qui est très important politiquement et en même temps qui est ambigu du point de vue de notre sujet, parce que, d'une certaine façon, la création d'une Église indépendante, soumise au roi, et uniquement au roi, apparaît comme une étape vers plus d'absolutisme royal et de souveraineté étatique. Ça correspond à la description du processus au processus que je vous décrivais dans la leçon précédente, avec cette évolution qui conduit un certain nombre de rois, et notamment le roi de France, à transformer son royaume en un État souverain dans lequel il est, lui, un monarque absolu, qui ne partage plus son pouvoir avec personne. Donc, d'une certaine façon, Henri VIII apparaît comme un de ces rois d'Europe occidentale qui cherche à devenir plus absolu. Mais, en contrepartie, il fait adopter cette réforme religieuse par le Parlement, parce que c'est une décision extrêmement grave, extrêmement choquante aux yeux d'un grand nombre de Britanniques. Beaucoup d'Anglais qui vont trouver ça tout à fait choquant, la décision du roi de cesser de reconnaître l'autorité du pape de Rome. Et donc, il a besoin de renforcer la crédibilité légale de sa décision. Et pour cela, il a besoin d'un vote du Parlement. Un vote du Parlement, ça l'aide. Donc, on a là quelque chose qui apparaît à la fois comme un pas dans la direction de la monarchie absolue et un pas dans l'autre direction, du renforcement du rôle du Parlement. À la suite de ces décisions et à la suite de la mort de Henri VIII en 1547, la situation religieuse et politique de l'Angleterre va être fluctuante. Henri VIII a eu plusieurs épouses et sa troisième épouse lui a donné un fils qui est un jeune enfant à la mort de son père en 1547, qui va être roi pendant 6 ans et qui meurt, il est encore adolescent. Les hommes qui gouvernent pendant que le roi est enfant vont tenter de durcir le caractère protestant de l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, c'est une Église catholique indépendante.
beaucoup d'Anglais qui sont tentés par le protestantisme pensent que cette Église catholique indépendante pourrait devenir une Église vraiment protestante. C'est la tendance qui l'emporte pendant 6 ans après la mort de Henri VIII. Et puis Édouard meurt et son successeur, ça va être la première fille de Henri VIII. Il n'y a plus de garçons pour hériter, donc c'est les filles qui héritent. La première fille de Henri VIII, Marie, qui est la fille de la princesse espagnole qui a été répudiée, dont le mariage est à l'origine de tout le conflit matrimonial et religieux de l'Angleterre du XVIIe siècle. Cette femme qui est restée catholique, Mary, qui est une femme d'une quarantaine d'années, devient reine et va être reine, elle, pendant 5 ans, et va mourir au bout de 5 ans. Elle est connue dans l'histoire anglaise comme Bloody Mary, pas Marie la sanglante, parce que cette reine catholique, s'appuyant sur des catholiques, il y a beaucoup de gens qui sont restés catholiques en Angleterre, va persécuter les protestants, ceux qui, dans l'église anglicane, veulent que l'église anglicane devienne une église protestante. Mary meurt en 1558 et la deuxième fille de Henri VIII, née de sa deuxième épouse, celle qui était la cause de la volonté de répudier la première, Élisabeth, qui est une femme qui a 25 ans quand elle monte sur le trône en 1558, et elle va y rester pendant un demi-siècle, jusqu'à sa mort en 1603. Donc c'est Élisabeth Ier, un règne extrêmement important dans l'histoire de l'Angleterre. C'est l'époque où Shakespeare écrit ses pièces de sa littérature, ses poèmes et ses pièces de théâtre. Élisabeth va stabiliser l'Église d'Angleterre indépendante de Rome et la rapprocher du protestantisme, tout en continuant à avoir une Église indépendante, spéciale, avec des évêques, etc. Élisabeth aussi va développer la puissance navale britannique, notamment par la victoire de sa flotte contre l'Espagne, qui était la plus grande puissance navale dans l'Atlantique à ce moment-là. Ces deux points sont importants, la religion et la marine sont importants pour la suite de l'histoire. Il faut que vous compreniez bien que dans les luttes politiques des XVIe ou XVIIe siècles, il y a bien sûr des opinions politiques qui sont en jeu. Il y a des personnages, des hommes, quelquefois des femmes comme Élisabeth, qui ont des opinions sur ce qu'il faut faire, qui préfèrent développer certains types d'institutions plutôt que d'autres. Mais dans la masse de la population, il n'y a pas d'idéologie politique structurée. Ça, c'est un phénomène qui va apparaître avec les révolutions de la fin du XVIIIe siècle ou au cours du XIXe siècle et bien sûr du XXe siècle. Au XVIe, XVIIe siècle, il ne faut pas demander aux paysans ou aux petits commerçants de Londres quelles sont leurs opinions politiques. Ils n'en ont pas, ils n'ont aucune raison d'en avoir. Ce qu'ils ont, c'est des opinions religieuses dans le contexte du XVIe siècle. La religion, les gens comprennent mieux qu'est-ce que ça veut dire. Et dans le contexte du conflit entre l'Église anglicane et l'Église catholique, les conflits à l'intérieur de l'Église anglicane, ceux qui voudraient que l'Église anglicane soit le plus proche possible du catholicisme, et ceux qui voudraient que ça devienne une vraie Église protestante, ressemblant beaucoup plus aux protestants beaucoup plus radicaux qui existent en Allemagne à ce moment-là, qui existent aussi en Écosse. L'Écosse est un royaume indépendant. Et l'Écosse est beaucoup plus protestante que l'Angleterre à cette époque-là. L'Angleterre, il y a des protestants, mais pas beaucoup. Et l'Angleterre anglicane n'est
la question, est-ce que ça va devenir un pays protestant ou est-ce que ça va rester un pays catholique indépendant? Cette question-là se pose. Et cette question-là peut mobiliser beaucoup plus de gens que les opinions politiques proprement dites. Et dans ce qu'on appelle la Révolution anglaise, qui va avoir lieu au milieu du XVIIe siècle, dont je vais parler à l'instant, qui est en fait une guerre civile. Alors bien sûr, les partisans du roi ou les partisans du Parlement, ils ont des opinions politiques, les dirigeants, mais ceux qui les suivent très largement à cause de leurs convictions religieuses. Il y a ceux qui sont catholiques ou presque catholiques en étant membres de l'Église d'Angleterre, et il y a ceux qui sont complètement protestants, même pas membres de l'Église d'Angleterre, ou membres de l'Église d'Angleterre, mais voulant que celle-ci se rapproche le plus possible du protestantisme. Donc, retenons cela, que jusqu'à la Révolution française, les religions sont beaucoup plus efficaces pour mobiliser des grands nombres de gens dans des luttes politiques que ne le sont les idéologies politiques, parce qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie politique, il y a seulement des opinions chez certaines personnes. Et nous verrons plus tard que même dans la Révolution française, les attitudes religieuses continuent à jouer un rôle très très important pour expliquer comment les gens se situent par rapport aux luttes politiques. Ça, j'y reviendrai plus tard. Dans le cas de l'Angleterre du XVIIe siècle, très clairement, la religion, le fait que le catholicisme ait été contesté par l'apparition du protestantisme, le fait que l'Église indépendante créée par Henri VIII se trouve perpétuellement hésitante entre l'option d'une Église quasiment catholique ou l'option d'une Église qui devient vraiment protestante, que ça c'est ce qui mobilise le plus de gens dans les luttes politiques. La deuxième chose importante dans les conséquences du règne d'Élisabeth pour la politique, c'est la puissance de la marine. Enfin, j'en dirai un mot plus loin. La puissance de la marine va favoriser la victoire des parlementaires dans les luttes politiques du XVIIe siècle. Alors, au milieu du XVIIe siècle, l'Angleterre a une guerre civile qui est précédée par des conflits répétés entre un roi, Charles Ier, qui devient roi en 1625, et des parlements successifs. Il y a des parlements, il entre en conflit avec le Parlement, il le dissout, on organise de nouvelles élections, il y a un nouveau Parlement, il se dispute de nouveau, donc il y a des conflits à répétition. L'opposition politique, si vous voulez, elle est entre un roi qui veut affirmer son pouvoir au nom du droit de l'hérédité et du droit divin, et la nécessité d'avoir une autorité unique très forte en Angleterre face à la puissance des autres royaumes européens, et notamment de la France, qui est le royaume le plus proche et le plus dangereux pour l'Angleterre. Le Parlement, au contraire, veut garder le contrôle de la fiscalité et s'oppose à la création d'une armée royale permanente. Nous avons vu que l'établissement des monarchies absolues a été rendu possible par la disparition des armées féodales, qui étaient des armées épisodiques, qu'on réunissait quand on en avait besoin, mais qui n'étaient pas des armées permanentes. Et que les rois sur le continent se mettent à avoir des armées permanentes formées de mercenaires, de soldats payés, qui sont au service du roi en permanence, et pas seulement des gens qu'on réunit quand on a une guerre contre un adversaire. Alors, un des enjeux du conflit, l'enjeu politique fondamental, c'est la prééminence, le pouvoir absolu du roi ou le droit du Parlement à résister à ce pouvoir absolu. C'est ce Parlement féodal qui veut conserver les pouvoirs qu'il avait depuis longtemps. Et un des enjeux du conflit, c'est le roi voudrait avoir une armée permanente
et le Parlement refuse de lui financer une armée permanente. En 1640, un Parlement est élu qui résiste à la volonté du roi. Ce Parlement va devenir ce qu'on appelle le long Parlement dans l'histoire anglaise, qui jouera un rôle intermittent entre 1640 et 1660. À partir de 1642, l'opposition entre le roi et le Parlement prend la forme d'une guerre civile. Il y a une armée du roi et une armée du Parlement qui se combattent dans les campagnes britanniques. Le recrutement de ces armées, comme je vous le disais tout à l'heure, est fait sur la base des motivations religieuses. Il y a des catholiques encore en Angleterre qui favorisent les rois parce que c'est un peu une cohérence doctrinale. L'Église catholique est elle-même une Église monarchique, une Église dans laquelle l'autorité vient d'en haut, et donc les catholiques acceptent plus facilement l'autorité du roi, et peut-être espèrent que le roi serait capable de réimposer l'Église catholique en Angleterre. Et il y a des protestants qui sont favorables au Parlement. Là aussi, par cohérence doctrinale, je vous ai parlé des presbytériens dans la leçon précédente. Beaucoup de protestants considèrent que non seulement il ne doit pas y avoir de pape, mais il ne doit pas non plus y avoir d'évêque. Et on peut avoir des paroisses et des églises qui sont gérées par des conseils, par des gens sérieux qui discutent entre eux. Et d'une certaine façon, le parlementarisme et le protestantisme ont une certaine parenté intellectuelle dans la conception de l'autorité. Et les protestants considèrent au contraire le pouvoir renforcé du roi comme un danger. Il y a eu une reine catholique entre 1553 et 1558, Mary, dont je vous parlais à l'instant, et qui est une menace pour les protestants. L'anglicanisme lui-même est divisé entre ceux qui voudraient que l'Église anglicane soit le plus proche possible du catholicisme et ceux qui voudraient que l'Église anglicane soit le plus proche possible du protestantisme. Charles Ier lui-même n'est pas officiellement catholique, mais beaucoup de gens le soupçonnent d'être un catholique camouflé. Il y a chez ce roi d'Angleterre l'idée que finalement la religion catholique devrait l'aider à établir son pouvoir absolu dans le royaume et à cesser d'être embêté par ce Parlement qui prétend limiter son pouvoir. Et dans la guerre elle-même, la religion est extrêmement importante. On fait faire des cérémonies religieuses aux soldats. Le chef de l'armée du Parlement, Oliver Cromwell, qui est à la fois un parlementaire, un prédicateur et un chef de guerre, dont les discours politiques sont en même temps des sermons et dont l'argumentation est perpétuellement une argumentation de type religieux. Donc ça, c'est l'importance de la religion et des divisions religieuses de l'Angleterre pour comprendre l'importance que prend cette lutte entre le roi et le Parlement. Comment se fait-il que le roi soit capable de recruter des gens pour faire la guerre au Parlement et que le Parlement soit capable de recruter des gens, des soldats pour faire la guerre au roi? C'est le Parlement qui va gagner dans cette guerre. Je vous disais tout à l'heure que la marine qui se développe sous Élisabeth a de l'importance aussi dans cette histoire. La situation insulaire de la Grande-Bretagne, le fait que l'Angleterre est sur une île
elle n'est pas seulement une île, elle a encore une frontière terrestre avec l'Écosse, mais l'Écosse est tellement plus faible. Les Écossais très protestants jouent un rôle perpétuellement dans les guerres civiles anglaises, mais l'Écosse à elle seule ne peut pas être une menace pour l'Angleterre parce qu'elle est beaucoup plus faible et beaucoup moins peuplée que l'Angleterre que l'Angleterre elle-même. Donc l'Angleterre est une île, quasiment une île, la Grande-Bretagne est une île, et c'est important, je crois, pour comprendre pourquoi le Parlement a pu gagner dans cette lutte. Et la comparaison, elle est intéressante avec la Pologne. Je vous ai dit dans une leçon précédente que les parlements féodaux disparaissent, perdent leur pouvoir presque partout en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle, avec deux exceptions, l'Angleterre et la Pologne, qui sont les deux exemples opposés. En Pologne, il y a un parlement féodal formé exclusivement de nobles très puissants. Ce parlement ne veut pas avoir un roi puissant à la tête de la Pologne. Alors, ils élisent un roi. Le roi en Pologne, il est élu par le Parlement. Et il reste là jusqu'à sa mort. Les nobles polonais, pour ne pas se disputer entre eux pour savoir qui va devenir roi, ils élisent un étranger comme roi. Ils choisissent un deuxième ou un troisième fils d'un roi d'un autre pays, là, qui ne peut pas vraiment monter sur le trône du pays où il vit, et ils l'élisent roi de Pologne. Ils font un arrangement d'ailleurs avec le pays d'origine de leur roi, en disant au pays d'origine, écoutez, on vous fait un grand honneur, n'est-ce pas, en prenant l'un d'entre vous comme roi de Pologne, donc vous devez lui verser une pension pour qu'il puisse vivre en Pologne, parce que nous, on ne veut pas financer le roi de Pologne. Donc il y a un roi de Pologne qui décide rien du tout, qui est et un pouvoir central qui est maintenu faible par les nobles polonais qui utilisent la puissance de ce Parlement pour être sûr qu'on ne va pas avoir un roi qui va limiter notre liberté de grand seigneur et surtout qui va essayer de faire payer des impôts à nos paysans. Parce que si le roi fait payer des impôts aux paysans, ça diminue évidemment ce que les seigneurs eux-mêmes peuvent prélever sur leurs propres paysans. Et ça a pour conséquence, fin du XVIIIe siècle, pas que la Pologne, qui est un État très très grand en Europe à ce moment-là, pas qui s'étend presque de la mer Baltique à la mer Noire, une Pologne d'un État beaucoup plus étendu que la Pologne d'aujourd'hui, est un pays qui a une armée minuscule, un roi qui ne peut rien décider du tout, et cette Pologne a trois voisins qui sont des monarchies absolues, la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et ça donne, à la fin du XVIIIe siècle, les partages de la Pologne. Il y a trois partages successifs de la Pologne entre les trois États voisins, et l'État polonais disparaît. Il réapparaîtra en 1919, après la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de Pologne, ou seulement comme une vague région autonome, très peu autonome de la Russie, et une partie du territoire de la Pologne qui se trouve en Autriche, une petite partie qui se retrouve en Prusse pendant tout le XIXe siècle. Alors, cette histoire, elle est intéressante, n'est-ce pas, parce que le Parlement polonais empêche le roi d'avoir une armée sérieuse, comme le Parlement anglais empêche Charles Ier d'avoir une armée permanente. Mais ça ne tourne pas en Angleterre à la catastrophe pour le pays dans ses relations avec les voisins, parce qu'il y a la marine, parce qu'il y a la mer, parce que pour assurer la sécurité de l'Angleterre, on n'a pas vraiment besoin d'une armée, ou on peut se contenter d'avoir une armée toute petite. Ce qu'il faut, c'est avoir une flotte. Si la flotte britannique est plus puissante que n'importe quelle autre flotte européenne, ce qu'elle sera presque tout le temps. Bon, l'Espagne a cessé d'être une menace. Les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas d'aujourd'hui, le seront un tout petit peu.
Et puis ensuite la France, le pays qui est le mieux placé pour être une menace maritime pour l'Angleterre, c'est la France, parce que la France a des côtes face aux côtes anglaises, et la France a un débouché sur l'Atlantique que l'Angleterre ne peut pas contrôler facilement. Plus tard, à la fin du début du XXe siècle, l'Allemagne va vouloir devenir une menace maritime pour l'Angleterre. Elle a vraiment très peu de chance parce que les ports de l'Allemagne ils sont enfermés dans la mer du Nord. Les bateaux allemands ne peuvent sortir dans l'Atlantique qu'en contournant les îles britanniques. La Grande-Bretagne a un avantage géographique énorme par rapport à l'Allemagne. Son avantage géographique est moins grand face à la France. Le pays qui a été un rival naval entre le XVIIe et la bataille de Trafalgar, pas la défaite de la flotte de Napoléon, au début du XIXe siècle. Là, la France cesse d'être une menace navale pour l'Angleterre, mais la France l'a été pendant longtemps. Tant que la Grande-Bretagne ou l'Angleterre a une flotte capable d'assurer la sécurité du pays, elle n'a pas vraiment besoin d'une grande armée. Et la flotte, c'est beaucoup mieux pour le Parlement et pour la liberté qu'une armée. Parce que, comme je vous le disais dans la leçon précédente, l'armée, elle ne sert pas seulement à faire la guerre aux voisins, elle sert aussi à obliger les paysans à payer les impôts. Les bateaux de guerre ne peuvent pas servir à ça. La flotte de guerre, elle ne peut pas être envoyée dans les villages pour obliger les gens à payer les impôts. Pour obtenir des impôts, le roi doit obtenir l'autorisation du Parlement. Et c'est pour ça que le Parlement ne voulait pas que le roi ait une armée permanente. Donc, le Parlement gagne la guerre civile et en 1649, Charles Ier est vaincu, il est jugé, condamné et exécuté. Il est décapité, il n'y avait pas de guillotine à l'époque, donc ça a été fait à la hache. Dans le cas du roi de France, en 1793, ça sera fait de manière plus mécanique, avec une guillotine. Le Parlement, qui élimine un grand nombre de ses membres, devient ce que dans l'histoire anglaise on appelle le Rump, ou le Parlement croupion. Et l'Angleterre devient une république. Le terme n'est pas utilisé. L'appellation officielle, c'est Commonwealth and Free State. Commonwealth, si on le traduit littéralement en français, c'est la richesse commune, la fortune commune. La république, c'est en latin la chose publique. Il y a la même idée, pas dans Commonwealth comme dans République, l'idée d'un régime politique dont le but déclaré est l'intérêt commun, ce qui était déjà le sens de ce terme chez Aristote ou dans la République romaine. Donc il y a une République anglaise pendant quelques années, après 1649, même si le terme République n'est pas utilisé. Il est utilisé parfois par les historiens qui en parlent après coup. Ça n'est pas son appellation officielle à l'époque. Alors, ce régime politique n'a pas de constitution claire. On ne sait pas comment on fait fonctionner un régime politique qui n'a pas de roi. Cromwell, qui a été le chef de l'armée, qui est le principal vainqueur du Parlement, du parti du Parlement dans cette guerre civile, prend le titre de Lord Protecteur du régime politique. Il le sera de 1653 à sa mort en 1658. Il va essayer de créer une nouvelle structure parlementaire dans laquelle les membres du Parlement seraient désignés par les officiers de l'armée du Parlement sur proposition des églises locales. Ce type de régime politique n'a pas eu beaucoup de longévité. Avant sa mort, on va déclarer que la fonction de Lord Protecteur est héréditaire. Et effectivement, à la mort de Cromwell, son fils
est désigné pour lui succéder. Le fils est complètement incapable de contrôler la situation. Les principaux généraux de l'armée du Parlement, qui avaient été les principaux alliés de Cromwell le père dans la guerre civile, se mettent à se battre entre eux pour savoir qu'est-ce que va devenir le régime politique. Cette deuxième guerre civile, donc guerre civile entre les vainqueurs de la première guerre civile contre le roi, est remportée par un général du nom de Monk. Et Monk va décider que il faut rétablir la monarchie, que on ne peut pas gouverner l'Angleterre sans avoir un roi, et il va rechercher le fils de Charles Ier, le fils du roi qui avait été décapité, Charles II, et le rétablit sur le trône, et il fait élire un nouveau parlement, non pas selon les règles imaginées par Cromwell, mais selon les règles qui existaient avant 1640. D'une certaine façon, Monk rétablit l'ancien régime, avec l'idée que Monk, qui a été un des dirigeants de l'armée du Parlement dans la guerre civile contre Charles Ier, et qui essaie de faire comprendre à Charles II que cette fois-ci, il ne faut pas gouverner contre le Parlement, il faut accepter de gouverner aux conditions du Parlement, puisque d'une certaine façon, ce sont les parlementaires qui redonnent le trône à ce roi qui lui-même probablement pense que ce trône, il y a droit parce qu'il est le fils de son père. Il y a ce mélange de légitimité et d'innovation parlementaire qui se mélange perpétuellement dans cette période des luttes politiques en Angleterre. Alors, Charles II, qui, comme son père était un catholique camouflé, meurt en 1685. C'est son frère, qui devient Jacques II, qui monte sur le trône, et Jacques II est ouvertement catholique. C'était connu avant qu'il monte sur le trône. Et les luttes politiques se poursuivent. C'est à cette époque qu'apparaissent les termes de Tories et de Whigs. C'est une curiosité historique, mais c'est une curiosité historique qui est intéressante. Les Tories, ce sont les partisans du pouvoir royal. Et les Whigs, ce sont les défenseurs des droits du Parlement. Au XIXe siècle, les Tories vont prendre officiellement le nom de parti conservateur et les Whigs vont prendre officiellement le nom de parti libéral. Vous savez peut-être qu'au Canada, parfois, des gens disent les Tories pour parler du parti conservateur, et parfois ils ont dit les Whigs pour parler du parti libéral. On en est très très loin, mais dans la politique britannique, ce sont les termes que l'on utilise à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle pour désigner ces partis. Il est intéressant de noter qu'au départ, ce sont des injures. C'est-à-dire que les adversaires du roi accusaient leurs adversaires dans le Parlement d'être des Tories. Les Tories étaient des bandits ruraux en Irlande. Et donc ils les accusent leurs adversaires d'être des bandits irlandais. Et les autres ont riposté en appelant leurs adversaires, qui ne sont pas encore des libéraux, mais qui sont les ancêtres des libéraux, ils vont les accuser d'être des Whigs, qui étaient, eux, des révoltés écossais dans les îles britanniques. Donc vous avez des injures qui vont être transformées en appellations dont on se glorifie. Une des façons de neutraliser les injures, c'est de les accepter et de les transformer en termes honorifiques.
les luttes politiques donc continuent entre les Tories et les Whigs, entre le roi et le Parlement. En 1688, le conflit s'aggrave entre le Parlement et ce roi catholique, Jacques II, qui refuse d'appliquer la loi excluant les catholiques des fonctions publiques. Une situation extraordinaire, pas où les catholiques en Angleterre n'ont pas le droit de devenir fonctionnaires ou juges, mais le roi est catholique et le roi refuse d'appliquer cette loi discriminatoire envers les catholiques, ce qui est la moindre des choses de la part d'un roi catholique. Et ses adversaires dans le Parlement vont faire appel à Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est un noble néerlandais dans les Provinces-Unies, qui sont à ce moment-là une république aristocratique. Il n'y a pas de roi dans les Provinces-Unies. Il y a un régime de république dont je ne connais pas bien le fonctionnement, qui est dominé par un certain nombre de grandes familles, dont cette famille d'Orange. Ce Guillaume d'Orange n'est pas le premier Guillaume d'Orange. Il y en a eu d'autres avant, leurs descendants. La monarchie des Pays-Bas d'aujourd'hui descend de cette famille d'Orange. Très longue importance, mais Guillaume d'Orange de la fin du XVIIe siècle n'était pas un roi des Pays-Bas. Il était seulement un des principaux dirigeants de la République des Provinces-Unies. Il a une flotte de guerre, il est protestant. Les Provinces-Unies sont un pays protestantisme extrêmement puissant et il arrive à Londres avec une flotte et une armée pour appuyer le Parlement. Il arrive à la demande du Parlement, c'est pas vraiment une invasion étrangère, c'est l'appel à un pays ami pour venir se débarrasser d'un roi qui embête auxquels les parlementaires britanniques sont opposés. Jacques II va se réfugier en France. La France, c'est la France de Louis XIV. Louis XIV, c'est le roi catholique le plus puissant en Europe à ce moment-là. Louis XIV va faire la guerre à l'Angleterre pour essayer de remettre Jacques II sur le trône de l'Angleterre. Il ne va pas y arriver. Ça va avoir des conséquences dramatiques en Irlande, parce que les Français et Jacques II vont débarquer en Irlande et obtenir le soutien des catholiques en Irlande. La grande majorité de la population en Irlande est restée catholique. Et le roi, catholique, s'appuyant sur les catholiques, soutenu par Louis XIV, roi catholique, considéré pour cette raison comme une menace épouvantable pour le Parlement anglais et pour les protestants en Angleterre, Guillaume d'Orange mène l'armée anglaise pour combattre contre Jacques II en Irlande, gagne la guerre contre Jacques II et ses partisans en Irlande. Le conflit en Irlande du Nord à la fin du XXe siècle reste obsédé par cet épisode de la fin du XVIIe siècle. Les protestants en Irlande du Nord se déclarent facilement orangistes à cause de Guillaume d'Orange. Il y a eu aussi au Canada des gens qui se sont déclarés orangistes. Ça veut dire protestants politiques militants, pas protestants qui pensent que le protestantisme est essentiel pour le maintien des bonnes institutions politiques. Donc pour l'avenir de l'Irlande, cette affaire va être extrêmement grave. Pour l'avenir de l'Angleterre, Jacques II a disparu. La tentative de Louis XIV de le remettre sur le trône d'Angleterre pour défendre la religion catholique, cette tentative va échouer et le Parlement propose à Guillaume et Mary. Oui, j'ai oublié un détail. Pourquoi le Parlement s'adresse à Guillaume d'Orange? Parce que c'est un leader protestant, parce que c'est un leader protestant puissant qui peut apporter une aide militaire au Parlement à Londres, mais aussi parce que Guillaume d'Orange
est marié avec la fille de Jacques II, Mary. Et le Parlement britannique propose en 1689 la couronne de l'Angleterre à deux personnes en même temps, Mary et Guillaume, qui vont être rois d'Angleterre tous les deux, ou rois et reines d'Angleterre tous les deux en même temps. Quand il y a un roi, normalement, sa femme, on l'appelle la reine, mais elle n'est pas reine. Et aujourd'hui, il y a une reine. Jusque tout récemment, elle avait un mari qui n'était pas roi, c'était elle, la reine, pas de la terre, la détentrice de l'autorité symbolique, en fait presque uniquement symbolique aujourd'hui, de la reine dans le système britannique, britannique ou canadien. Mais en 1689, Mary et Guillaume deviennent rois ensemble. Ils le sont ensemble. Et Mary va mourir la première, Guillaume va rester roi tout seul, et à sa mort, c'est une sœur de Mary, Anne, qui va devenir reine à la place de Guillaume et Mary. Et il va y avoir une seule reine, et pas un roi et une reine qui gouvernent ensemble. Donc il y a cette curiosité de la monarchie double pendant quelques années, à la fin du XVIIe siècle en Angleterre, fin de 1689 jusqu'à 1694 et 1702 ensuite pour Guillaume, le demi-roi qui va mourir en 1702. En 1689, ce qui est plus important pour l'avenir politique de l'Angleterre, est adopté ce que les Anglais appellent le Bill of Rights, c'est-à-dire la loi des droits, qui est une série de déclarations à la fois de liberté fondamentale pour un certain nombre de gens et surtout qui proclame les droits du Parlement. Et donc, il est clair, à part que dans Charles II manque à essayer de le mettre sur le trône en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'il accepte le pouvoir du Parlement. Ça n'a pas marché. Dans le cas de Guillaume, effectivement, le couple royal va l'accepter, les successeurs vont l'accepter. Il continue à y avoir un roi et un parlement en Angleterre. Il est devenu clair à partir de 1689 que le centre de pouvoir principal, c'est le Parlement. Ça n'est plus le roi, même si le roi ou la reine, quand c'est une reine, continue pendant jusqu'au XIXe siècle à avoir un pouvoir assez important. Alors, cet épisode de 1688-1689, le renversement de Jacques II, l'arrivée de Guillaume et Mary, la double monarchie et le Bill of Rights de 1689, c'est ce que, dans l'histoire anglaise, on commence à appeler à ce moment-là la glorieuse révolution. Alors, pour nous, l'appellation est paradoxale, parce que la glorieuse révolution des Anglais de 1688-89, c'est pas du tout une révolution, c'est une restauration. C'est une restauration d'un système politique qui existait avant 1640, que Charles Ier a essayé de transformer, il n'y est pas arrivé. Ça a donné ce régime bizarre du Commonwealth and Free State, et puis ça a donné une première restauration de l'ancien régime par Monk, qui dégénère de nouveau en conflit entre le roi et le Parlement. Et ce qui se passe en 1688-89, c'est l'affirmation par le Parlement, et l'affirmation définitive par le Parlement que on ne peut pas gouverner sans lui, que son rôle est essentiel dans le régime politique. Donc c'est en fait une deuxième restauration. Et le mot révolution est utilisé pour désigner cet épisode, cette expression magnifique, pas la glorieuse révolution, avec
l'analogie qui est faite avec les révolutions des planètes autour du Soleil. Pas les révolutions du planète autour du Soleil, ils reviennent toujours au même point. Et l'idée, c'est que le mot révolution pour 1688-1689 est utilisé à la place du mot restauration. Que c'est en fait une restauration. Restauration d'un régime politique très transformé, dans lequel il n'y a plus d'incertitude sur le rapport de force entre le roi et le Parlement. Pas plus jamais aucun roi en Angleterre ne va essayer de prétendre qu'il est plus fort que le Parlement, le souverain, le pouvoir principal. Ça sera très clairement le Parlement. Alors, ça a une importance très grande, je crois, pour la culture politique britannique, parce que ce que l'on appelle globalement la Révolution anglaise, pas qui va de 1640 à 1689, si on oublie les détails, c'est une lutte politique assez longue, qui dure donc pendant presque un demi-siècle. Cette révolution anglaise a un héritage culturel qui est le suivant, je crois. C'est que la révolte violente contre Charles Ier, elle a semblé réussir, puisqu'elle a renversé le roi, elle lui a même coupé la tête, mais elle a échoué, parce qu'elle n'a pas été capable d'établir un nouveau régime qui fonctionne. Et donc il a fallu se résigner à reprendre un roi, à reprendre l'ancien système. Et ça a échoué de nouveau. Et la deuxième révolution, celle de 1688-89, au contraire, c'est pas du tout une révolte violente, c'est pas une guerre civile, c'est un épisode beaucoup moins violent et beaucoup mieux réussi que l'autre. Et l'acquis de cela, je crois, dans la culture politique de la Grande-Bretagne et sans doute des pays qui ont été les plus influencés par l'histoire politique britannique, comme notre propre pays au Canada, c'est l'idée qu'il ne faut pas faire des révolutions, il faut faire des changements progressifs, que c'est beaucoup plus efficace, ça a beaucoup plus de chances de marcher. Et surtout, cette idée, je crois, très paradoxale et brillante, que pour créer un nouveau régime politique, on n'a pas besoin de détruire l'ancien. On peut créer le nouveau régime politique sans détruire l'ancien. Et à partir de 1689, le régime politique de la Grande-Bretagne, il va évoluer considérablement. Il va se transformer beaucoup. Mais il va se transformer beaucoup toujours en prétendant qu'il est en train de poursuivre la même histoire. Et ça donne ce résultat. On n'a pas d'un régime politique aujourd'hui, et on a un peu le même phénomène au Canada, où on continue à avoir une reine, même si elle ne décide plus rien du tout. C'est pas la peine de couper la tête des rois, c'est une perte de temps, c'est vilain, c'est salissant. On peut très très bien établir une démocratie sans avoir besoin de renverser la monarchie. Il y a une chambre des lords à Londres qui n'a plus aucun pouvoir politique. On n'a pas besoin de renverser l'ancien régime pour créer le nouveau régime. On peut créer le nouveau régime en laissant dormir tranquillement les éléments de l'ancien régime qu'on prive progressivement de leur pouvoir et de leur importance. Et ça a un grand intérêt parce que ça permet de créer les nouvelles institutions sans avoir besoin de s'entretuer, sans avoir besoin de violence. Et ces anciennes institutions, au début, quand on est en train de les mettre en place, elles se mettent en place dans le cadre de l'ancien régime. L'ancien régime est celui qui préside à la mise en place du nouveau régime. Une culture politique là tout à fait particulière, très différente de ce qui va se manifester ensuite aux États-Unis et surtout en France,
pas, où la révolution en France va au contraire marcher à partir de l'idée que pour créer un nouveau régime, il faut détruire l'ancien, que l'essentiel c'est de détruire l'ancien régime. C'est un tout petit peu ce qui s'est passé quand Charles Ier a été vaincu et décapité. On a essayé de créer un nouveau régime, puis ça n'a pas marché du tout. Alors ensuite, on invente autre chose. Et autre chose qui a une très grande influence pour comprendre l'histoire de la Grande-Bretagne, ensuite, et pour comprendre l'histoire de notre propre pays, le Canada, et un certain nombre d'autres, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont les héritiers de cette tradition politique britannique-là, tout le temps une tradition anti-révolutionnaire, méfiante envers l'idée de révolution. La révolution, c'est un gaspillage d'énergie. On peut toujours faire une transformation politique si elle est souhaitable, on peut toujours la faire sans avoir besoin de faire de révolution. Il suffit d'accepter de créer les nouvelles institutions, de créer les nouvelles règles dans le cadre des anciennes règles et attendre que les anciennes règles dépérissent, cessent d'être importantes. Les institutions qui sortent de la glorieuse révolution de 1688-1689 ont les caractères suivants. C'est la confirmation du gouvernement par la loi et de la prééminence du Parlement. Il s'agit déjà d'un état de droit, d'un état dans lequel ce Bill of Rights de 1689 est une ébauche de constitution écrite. Ça ne décrit pas en détail le fonctionnement des institutions, mais ça fixe un certain nombre de principes généraux que le fonctionnement des institutions doit respecter. Et ce n'est pas du tout une démocratie. Le suffrage est très censitaire, il n'y a qu'une toute petite minorité de gens en Angleterre qui ont le droit de vote pour élire ce Parlement. Et les minoritaires religieux restent exclus du droit de vote. Les catholiques n'ont pas le droit de vote, ils sont considérés comme des gens dangereux politiquement. Et donc, il ne faut pas les laisser voter. Les juifs non plus, ils sont beaucoup moins nombreux que les catholiques, mais les juifs non plus n'ont pas le droit de vote. Donc, c'est un régime politique qui n'est pas égalitaire du point de vue des religions, qui n'est pas égalitaire du point de vue des fortunes. Il n'y a que des gens assez riches ou très riches qui ont le droit de vote. C'est pas non plus évidemment égalitaire entre les hommes et les femmes. Ça viendra beaucoup plus tard partout, dans tous les pays qui prétendront établir des démocraties. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et le pouvoir financier. Là, il n'y a plus de doute. Le roi, il n'est pas question qu'il essaie de faire des lois lui-même. Il faut qu'il demande au Parlement de voter les lois dont il pense qu'il a besoin pour gouverner. Mais ce n'est pas un régime parlementaire, au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est à l'origine du régime parlementaire et à l'origine de la démocratie en Grande-Bretagne, mais ce n'est pas une démocratie encore, et ce n'est même pas un régime parlementaire. Ça ne le deviendra officiellement qu'au XIXe siècle. Nous en reparlerons plus tard. Souvenez-vous bien de ça. Un régime parlementaire, ça ne veut pas dire un régime politique dans lequel il y a un parlement. Ça veut dire un régime politique dans lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire peut être renversé par un vote du Parlement. C'est ça, un régime parlementaire. Et le régime de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle n'est pas un régime parlementaire. C'est un régime de séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif qui appartient en théorie au roi, qui nomme les ministres, et un pouvoir législatif qui appartient en théorie au Parlement, qui fait les lois. Et qu'est-ce qui se passe s'ils sont en conflit entre eux? On ne le sait pas très bien. C'est seulement par évolution de ce régime que le régime va devenir vraiment parlementaire beaucoup plus tard, et je décrirai cela dans une leçon
dans une leçon ultérieure. Je voudrais terminer avec cette notion de séparation des pouvoirs. Le régime anglais du début du XVIIIe siècle n'est ni un régime parlementaire, ni un régime démocratique, mais c'est déjà un régime de séparation des pouvoirs, entre ce pouvoir exécutif royal ou émanant du roi et ce pouvoir législatif appartenant au Parlement. Cette notion est très importante. Un certain nombre de gens l'invoquent jusqu'à aujourd'hui, pas en disant des bonnes institutions politiques, ça doit être des régimes de séparation des pouvoirs, etc. C'est assez contestable. Le théoricien de la séparation des pouvoirs au XVIIIe siècle, et je vais terminer en quelques minutes en parlant de lui, c'est Montesquieu. Montesquieu, c'est un auteur français né en 1689 et mort en 1755. Donc c'est un homme de la première moitié du XVIIIe siècle. C'est un homme qui observe énormément de choses, dont le régime politique britannique, et qui, observant le régime politique britannique, qui, à l'époque, est un régime de séparation des pouvoirs, en déduit que le régime, un bon régime politique, doit être caractérisé par la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir de faire des lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir de gérer le quotidien de l'État et de faire appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, le pouvoir des juges qui sont chargés d'arbitrer les conflits liés à l'application des lois. Alors, d'une certaine façon, c'est l'idée principale qu'on retient de Montesquieu, c'est cette idée de séparation des pouvoirs. Moi-même, c'est à cause de la séparation des pouvoirs que je vous en parle. Et c'est très injuste, parce que Montesquieu est un auteur merveilleux. Allez lire l'Esprit des lois. On peut trouver l'Esprit des lois en livre de poche. C'est une lecture sensationnelle à cause du nombre d'observations extraordinairement profonde et intelligente qu'il fait sur les différentes formes de fonctionnement des systèmes politiques à son époque, et beaucoup de ces observations qui restent très intéressantes jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement sur la séparation des pouvoirs, mais aussi sur le code pénal et la façon de lutter contre les crimes, sur la façon dont se déroulent les guerres pour telle ou telle raison, etc. L'Esprit des lois de Montesquieu, c'est vraiment le grand texte fondateur, je dirais, de la sociologie politique, pas de la réflexion sur la politique, à partir de l'observation de la réalité et de l'observation de la diversité de la réalité. Allez lire ce livre, c'est une lecture extrêmement plaisante et c'est très très important pour former sa propre curiosité intellectuelle et sa propre réflexion. Revenons à la séparation des pouvoirs. Dans l'idée de Montesquieu de la séparation des trois pouvoirs, il y a une idée juste et une idée qui ne l'est pas vraiment. L'idée juste, c'est que le pouvoir politique doit être limité. Il doit y avoir des gens qui limitent le pouvoir. Et cette limitation, elle ne peut pas être assurée par le peuple lui-même. Le peuple, il est beaucoup trop nombreux, il est beaucoup trop pauvre, il est beaucoup trop faible, il est beaucoup trop loin des centres de décision pour pouvoir surveiller le roi ou les ministres du roi pour les empêcher de devenir des tyrans. Et que donc, pour qu'un pouvoir politique ne devienne pas tyrannique, il faut qu'il soit limité par d'autres pouvoirs politiques. Ça, c'est une idée qui est juste. L'idée que cette séparation des pouvoirs, ça doit être entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ce qui était la situation de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle. Je critique Montesquieu, mais je fais un anachronisme. Il décrivait ce qu'il pouvait observer. L'expérience qui permet de le critiquer est quelque chose qu'on ne pourra observer qu'ensuite.
en fait, on se rendra compte assez vite que cette idée de séparation de l'exécutif et du législatif, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. L'indépendance des juges, l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça, c'est une bonne idée. Et la limitation du pouvoir par le pouvoir, par un autre pouvoir, évidemment, ça, c'est une idée importante. Mais une des façons les plus efficaces de le faire, c'est pas du tout de séparer l'exécutif du législatif. C'est ce que les Américains vont inventer à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le fédéralisme. L'idée qu'il y a plusieurs niveaux de gouvernement et chacun des deux niveaux limite le risque que l'autre devienne tyrannique. L'État fédéral ne peut pas devenir tyrannique parce que les États fédérés auraient la capacité de lui résister, et chaque État fédéré dans son domaine ne peut pas devenir tyrannique parce que l'État fédéral est là, qui le surveille et qui limite la capacité de cet État fédéré de devenir une tyrannie pour ses propres habitants ou ses propres citoyens. Donc l'idée que le pouvoir doit être contrôlé par le pouvoir lui-même et que l'idée démocratique naïve que c'est le peuple qui doit contrôler le pouvoir, c'est une belle idée, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça peut marcher s'il y a d'autres centres de pouvoir qui peuvent contrôler le pouvoir. Alors, la prochaine révolution dont nous allons parler, la révolution américaine de la fin du XVIIIe siècle, va faire un régime politique qui est un régime politique de séparation des pouvoirs, alors que le régime britannique va cesser de l'être bientôt, et le régime américain est resté un régime de séparation des pouvoirs jusqu'à aujourd'hui. La séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif aux États-Unis, comme nous le verrons, ça soulève beaucoup plus de difficultés que ça n'a d'avantages. L'invention utile pour l'avenir des Américains, c'est cette idée de structure fédérale. Et ça, c'est quelque chose auquel Montesquieu n'avait pas pensé, mais c'est une application de l'idée de Montesquieu qu'il faut limiter le pouvoir par le pouvoir. C'est une idée beaucoup plus féconde et beaucoup moins difficile à faire fonctionner que l'idée de limiter le danger d'abus de pouvoir par la séparation entre l'exécutif et le législatif. Ma prochaine leçon va porter sur l'indépendance des États-Unis et la façon dont les constituants américains vont interpréter l'expérience britannique pour construire un nouveau type de régime politique, en fin de compte passablement différent de celui de l'Angleterre, ce qui devient le Royaume-Uni de Grande-Bretagne avec l'annexion, avec l'union avec l'Écosse au cours du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention.